Et salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans le nouveau concept What is that ship? Comme avec les vidéos explications qui a été plutôt mauvaise mais explicative, c'est-à-dire que j'ai parlé à un lien. Et aujourd'hui nous allons parler du Lusitania. Préparez-vous, on est parti. Cette vidéo elle va être séparée en 3 points. Le premier c'est le navire, ce qu'il a été et ce qui fut, enfin c'est-à-dire au début, son histoire. Ensuite son naufrage, comment il s'est déroulé. Et la troisième sera qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, entre guillemets. Alors, déjà, on va attaquer la première partie dès maintenant. Le Lusitania, de son vrai nom RMS Lusitania, RMS pour Royal Mail Ships, est un paquebot transatlantique britannique armé par la Cunard, sa compagnie actuelle, qui fusionnera plus tard avec la West Star Line, qu'on parlera plus tard dans un prochain épisode. Son nom vient de celui de la province romaine de Lusitanie, le Portugal actuel. C'est son navire jumeau, le Mauretania, et un autre navire jumeau qui possédera plus tard, le Aquitania. Il est torpillé le 7 mai 1915 par un sous-marin allemand, le U-20, un des premiers U-boats, pour ceux qui savent. Voilà. Au large de l'Irlande, proche du phare de Old Head of Kinsale, avec plus de 1200 passagers à son bord. Voilà. Je pense que ça fait un peu mal au cul, surtout quand tu t'imagines le machin. Voilà. Bon, pour vous imaginer un peu la chose, c'est-à-dire qu'il a été selon la qui a été posée numéro 367, le lancement a eu lieu le 7 juin 1906 et mise en service le 7 septembre 1907. Quand même, il y a un écart. Alors, au niveau de l'équipage, il y avait 802 hommes. Au niveau de sa caractéristique technique, il faisait 239 mètres, oui c'est ça. Mètre beau 26,82 mètres, tirant d'eau 10,2 mètres, tirant d'air 50,3 mètres, déplacement 44 060 tonnes, c'est quand même pas mal, tonnage 31 550 tonnes, je crois que c'est ça. Une propulsion à 4 turbines à vapeur réactionnant 4 hélices, ce qui est plutôt gros, pour ayant une puissance de 76 chevaux. La vitesse moyenne du navire était de 26 nœuds, soit 46 km/h, même s'il a atteint souvent 25 nœuds, oui. Et sa vitesse était de 25 nœuds et il pouvait atteindre les 26 nœuds. Voilà. Et il a remporté grâce à cette vitesse le ruban bleu quand c'est un navire qui traverse l'Atlantique le plus rapidement. Au cours de ses années de service, il a beaucoup d'utilité. Je reprends la phrase. Il a beaucoup été utilisé lors de transport de passagers, mais quand la guerre a éclaté, la Gunnar a hésité à l'utiliser, mais finalement a utilisé son navire jumeau, le Mauretania. Cependant, le Lusitania avait été construit avec une cote de navire militaire, ainsi avec un renforcement peut-être être utilisé en navire de guerre. Mais finalement, il ne fut guère ainsi, comme je vous l'ai expliqué juste précédemment. Alors, pour résumer un peu son histoire, l'UCM fut construit en 2 ans, comme je l'avais expliqué, lancé à Clydebanks, en Écosse. Il quitta Liverpool le 7 septembre, comme je l'avais annoncé, pour son voyage inaugural. Il était équipé des technologies les plus modernes de son époque, grâce à l'importance près du gouvernement britannique. Ces prêts avaient été consentis, comme c'était la coutume depuis une centaine d'années, de manière indirecte par l'amirauté. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est l'amirauté parce que de 1 j'en sais rien et de 2 ça serait très long à expliquer je pense. Entre contrepartie, l'amirauté avait le droit de réquisition des navires de compagnie en tant que transport de troupes ou de navires auxiliaires. Pour les Lusitania, cela a failli tourner au fiasco lorsque le financier américain J.P. Morgan, que je ne sais pas qui c'est ce mec, tenta d'associer à la Gunnar. Le Premier ministre Lord Salisbury dut intervenir après une visite de... Ouais, c'est long, hein. Bon, je couperai ça au montage. Sinon, à l'époque, ce navire et son sister ship étaient les plus grands et les plus puissants et les plus rapides au monde. Dès octobre 1907, le Lusitania obtient le ruban bleu, déjà énuméré précédemment, en battant précédemment le record du navire allemand Kaiser Wilhelm II, qui ressemblait normalement au Lusitania. Allez vérifier, ou sinon je vous mettrai une photo. Et en mettant fin à 10 ans de domination allemande, avec 24 nœuds de vitesse moyenne et 26 nœuds à pointe, ça veut dire 48 km/h. C'est pas mal pour une poussée de 270 tonnes. Oui, c'est ça.
pour 2 700 000 newtons. Ça fait mal. Ces paquebots étaient conçus pour surpasser le nom imprononçable. Bon, je vais essayer. Cronpsit Wilhelm. Bon, je mettrai une photo et le titre et le nom du bateau. Et le Kaiser Wilhelm II. Déjà énoncé précédemment. Et au prix d'une énorme. Ouh là là, j'ai perdu ma ligne. Mais au prix d'une énorme consommation de combustible. Oui, parce que ce navire ne fonctionnait pas comme un navire, actuel, c'est-à-dire avec du fuel, mais il fonctionnait avec du charbon. Wouhou. Avec l'arrivée du Mauritania en novembre 2007, le Lusitania et le Mauritania furent alternativement des tenteurs du ruban bleu. En septembre 1909, le Lusitania le perdit définitivement au profit du Mauritania qui se conserve le record pendant 20 ans. Je crois qu'il a été battu après par le Queen Mary. Au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, le Lusitania et le Mauritania et l'Aquitania furent réquisitionnés par la Royal Navy, comme le croiseur auxiliaire pour des fonctions de guerre. Le Mauritania et l'Aquitania auraient reçu des ordres officiels, mais le Lusitania pour continuer ses traversées transatlantiques de passagers pour la Gunnar Line, peut-être en raison de sa consommation de combustible, mais pour des raisons économiques avec un nombre de voyageurs transatlantiques. Vous vous rendez pas compte comme c'est dur de dire toutes ces phrases. Réduit à 1 par mois et une vitesse maximale réduite à 21 nœuds, 4 de ces 16 chaudières avaient été condamnées. C'est pas mal. Maintenant, on va attaquer la petite partie du naufrage. L'RMS Lusitania fut coulé le 7 mai 1915 à 14h25 près de Fastnet, à environ 12 miles marins de la côte au large de la pointe du sud de l'Irlande. Comme dit précédemment, Head of Kinsale, par un sous-marin allemand, le U-20. Le U-20 est un sous-marin créé en 1912, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Ensuite, le Lusitania a été commandé par le capitaine William Bowler Bills Turner, âgé de 58 ans, avec une longue carrière derrière lui, c'est-à-dire qu'il a manœuvré de nombreux bateaux, dans la voile, dans un moteur, sauvé des vies plusieurs fois, et même sauvé la vie de son père lors d'une de ses aventures. Officier expérimenté qui effectua là son 102e voyage, donc comme je l'ai dit, une sacrée carrière. De plus, il connaissait les dangers de la traversée et tenait compte d'informations les passagers. Parti de New York le 1er mai 1915 à la destination de Liverpool après un escale d'une semaine, il était arrivé à New York le 24 avril 1915. Il aurait dû être protégé par le croiseur britannique le Juno. Quel nom de merde. Je suis désolé pour le croiseur, mais t'as vraiment un nom de merde, mais qui semble avoir été retiré de cette zone 2 jours plus tôt par l'amiral Fisher et Winston Churchill. Bon, Winston Churchill, je pense que les gens le connaissent. Lui-même, alors, premier lord de l'Amirauté. Attends. Premier lord de l'Amirauté. Il faut prendre l'accent anglais quand tu veux prendre ce genre de choses. Le Lusitania fut touché par tribord alors qu'il naviguait à 18 nœuds, une vitesse relativement réduite vers le port de Queenstown. Oui, c'est ça. Actuel Cobb. À 40 km/h de là, sur la côte sud de l'Irlande, cette zone venait d'être déclarée zone de guerre par les Allemands et le capitaine avait été informé de la présence d'un sous-marin allemand par les autorités britanniques. Sont les témoins de survivants dont Joseph Maréchal, c'est son nom, je vais pas m'en plaindre, qui a intenta un procès à la Cunard. Le bruit de l'explosion à l'impact de la torpille fut suivi d'une seconde explosion beaucoup plus violente et anormale. Elle fut officiellement attribuée à l'explosion d'une chaudière, mais je vais y arriver aujourd'hui, mais putain, c'est la fatigue. Suscita rapidement de nombreuses interrogations. Ce navire solide, ultra moderne pour l'époque, coula anormalement vite, et par la proue alors qu'il disposait de compartiments étanches que le capitaine avait fait fermer par des portes étanches après avoir reçu un avis de la Royal annonçant que les sous-marins allemands croisaient dans les parages. Voilà. Il avait aussi fait préparer les canons de sauvetage, les canons. Il avait même pas de canons. Enfin, il avait les équipements pour supporter les canons, mais il a jamais eu. Le paquebot sombra en 15 à 18 minutes,
plutôt, selon les historiens, c'est plutôt 18 minutes, ne permettant qu'à 6 canaux sur 22 d'être mis à l'eau. Sa coque repose toujours par 93 mètres de profondeur dans une zone brassée par des forts courants. Les notes du capitaine du sous-marin allemand, le capitaine-lieutenant Walter je le mettrai, qui venait la veille et l'avant-veille de couler 3 cargos de ce secteur, nous apprennent qu'il tira la torpille à 460 mètres, 500 yards de distance à 14h10, et l'impact fut suivi d'une détonation exceptionnellement importante, avec une grande un nuage de fumée et des débris projetés jusqu'au-dessus des cheminées. Bon, je vais arrêter de dire parce qu'après, voilà quoi. Et merde. Une deuxième explosion fut entendue, la chaudière charbon ou poudre, s'interrogea-t-il. Des notes plus tardives de ce capitaine disent j'en ai marre que le sous-marin avait déjà tiré ses meilleures torpilles et qu'il ne lui restait que 2 ou 3 torpilles de bronze moins puissantes. L'emplacement précis de l'épave 51 degrés, 25 degrés nord, 8 degrés 30, non, 51 degrés, 25, je sais plus, nord, 28 degrés, 33 nord, ouest. Semble être resté inconnu, oublié durant 20 ans. Pardon. Jusqu'en 1931, lorsqu'un officier survivant du Lusitania, Albert, rapporta au capitaine Turner qui finissait ses jours à Crosby, près de Liverpool, un papier presque illisible sur lequel il y avait griffonné la position au moment du torpillage. La même année, une équipe emmenée par l'Angleterre, James Jarrah, localisa l'épave avec l'aide d'un navire équipé de l'ASDIC. Ça doit être... je vais vous dire ce que c'est. Alors, l'ASDIC, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un sonar. D'accord. C'est... oui. Jarrah et son équipe sont les premiers à visiter l'épave du paquebot. Bon, il y a nombre des passagers et des passagers et de survivants. C'est vrai. C'est-à-dire que sur un total d'environ 2000 passagers et membres d'équipage à bord, il y a eu 1200 victimes. C'est-à-dire qu'il n'y a que 800 personnes qui sont vécues du naufrage. Les chiffres varient selon les sources. 94 enfants sont morts. 128 victimes étaient nationalité américaine, dont le millionnaire Alfred G. Vanderbilt. Désolé si je prononce mal. Selon les sources, le nombre de rescapés varie entre 761 et 764. C'est pas beaucoup. Enfin, comparé à certains trucs, c'est pas beaucoup. De nombreux récits de survivants et de leurs descendants ont été recueillis, ainsi que la liste complète de leurs noms. Des vêtements et des bouées de sauvetage d'un survivant sont exposés au Galata Museo del Mare. Galata Museo del Mare à Genèse. D'accord, j'ai du mal prononcer, c'est pas grave. L'ultime survivant, Audrey Layson Johnson, peur de son nom de jeune fille, était âgée de 3 mois et 2 jours lors du naufrage. Elle est décédée le 11 janvier 2011 à l'âge de 95 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que ce cher bateau, eh ben, il est pas sympa quand même. Une cargaison secrète que je vais pas vous énumérer parce que j'ai la flemme. Blablabla. Bla, bla. Bon, tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y avait des munitions. Ça expliquerait pour quelques explosions, je sais pas, des trucs comme ça. De l'or. Du coton. Bref. Bon, je vais vous expliquer plus en détail le séquence du naufrage. Et après, je vous mettrai sur le montage, évidemment, parce que là, je vous parle en lisant un truc. Bon, j'assume, je suis Wikipédia, mais au moins, vous n'avez pas à lire et au moins, c'est moi qui fais. On se calme, hein. Attention. Je pourrais vous dire que le Lusitania a percuté une vague scélérate et que son pont a été grandement endommagé, qu'il a perdu la moitié de son électricité grâce au livre de Eric Larson. Ce n'est pas un placement de produit, et pourtant, je suis en train de le lire. Des éditions livres de poche. Je vous le conseille. 600 pages de pur plaisir. Et oui, je dis bien que c'est pas un placement de produit. Non, plus récemment, le paquebot britannique est aussitôt présenté par la presse américaine comme neutre.
et les victimes de la barbarie allemande. C'est vrai en somme. Le bateau, il avait rien fait, hein, que je sache, hein. En France, l'information est diffusée par la revue L'Illustration, numéro 3767. Eh ben putain, ils avaient que ça à foutre. Du 15 mai 1915 et par le Figaro. Ça, par contre, c'est vrai. Du 8 mai 1915 dans les remous du naufrage. Oui, oui, c'est ça, des remous du naufrage. Des questions insolubles ou insidieuses surnagent. On ira jusqu'à suspecter l'amirauté britannique de négliger les calculs pour forcer l'entrée en guerre des États-Unis. Écoute, un complot Illuminati, des trucs comme ça, si tu penses à ça, moi je peux rien faire, hein. Des conférences, des affiches, oui, oui, incitant à la guerre sont diffusées dans tous les États-Unis, appelant souvent à venger le Lusitania. Les Allemands, inquiétés de la perspective d'une entrée en guerre rapide des États-Unis, se justifièrent en prétendant que le navire transportait des armes, ce que les Britanniques nièrent immédiatement, farouchement, avant qu'en 1972, les archives ne montrent que les Lusitania voyait effectivement un chargement secret de munitions. Qu'est-ce que je vous avais dit il y a 2 secondes? Et qu'il était armé de 12 canons. Et ils n'ont pas tiré sur la torpille. Mais quelle bande de glands. Euh, cette attaque, dont les circonstances ne sont pas clairement établies, contribua à faire basculer l'opinion américaine en faveur de la guerre, que leur gouvernement avait décidé peu avant. À la suite du naufrage, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, menaça l'Allemagne et exigea réparation, inquiet de l'éruption des États-Unis dans la guerre. Berlin décide le 27 août 1915 de suspendre les provisions ou de fortement restreindre son offensive sous-marine. Oui, avec ses sous-marins, le U-boat, blablabla. Mais Roy, c'est la Seconde Guerre mondiale, le U-boat. Écoute, le bateau qui l'a coulé, le sous-marin qui l'a coulé s'appelait le U-20. Pour moi, c'est un U-boat. Il y a U devant. Mais rien n'y fait. Auparavant hostile à la guerre, l'opinion publique américaine évolue peu à peu en faveur d'un engagement aux côtés de l'entente. Empire britannique, Empire de Prusse et Empire français. Vive les baguettes. Contre les empires centraux de la Triple Alliance, Empire allemand, Empire austro-hongrois et Empire ottoman. Oui. L'Allemagne reprendra sa guerre sous-marine en janvier 1917. Pourtant, il y a une guerre en 1918, même 19. C'est. Je vais y arriver, il me reste pas longtemps. Et après, je ne dirai pas la suite parce que c'est les suites juridiques, et à moins que vous faites vraiment chier. Voilà. Ah, quoi. C'est la décision allemande de janvier 1917 de déclencher, malgré les négociations en cours, un blocus de fait des États-Unis en décrétant la guerre sous-marine totale contre les navires, même neutres, qui... Oula, ma page a bugué. 2 secondes. Qui commercerait avec les nations alliées, qui a préparé une opinion américaine plutôt pacifiste ou neutre avant cet événement. Les États-Unis mobilisèrent après le torpillage du Vigilancia, que je n'ai aucune information dessus, le 6 avril 1917 à 13h18, qui justifia le vote du Congrès américain favorable à l'entrée en guerre. Voilà. Bon, voilà, j'en ai eu marre de parler pendant près d'une heure. Euh, je vais juste raconter une dernière anecdote. Enfin, entre-temps, il y aura le passage de... Bon, là, je vais vous présenter la vidéo de la propagande américaine, je crois que c'est ça, pour le naufrage du Titania et ainsi de l'entrée en guerre, fait par MC... Oh, je le marquerai, c'est bon, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave, je le marquerai. Et après, là, du coup, ça va se passer. Et du coup, vous allez voir ça, et après, je continue.
Du coup, en 1968, l'épave du Lusitania a été acquise par un riche homme d'affaires américain, Greg Bemy, ce qui a été contesté par le gouvernement irlandais qui a interdit les plongées sur le site. Néanmoins, à partir de 1980, Beny organisa les plongées notamment au moyen des robots pour tenter de déterminer les causes de la seconde explosion, mais selon lui, l'énigme demeure, et ce malgré les nombreuses enquêtes. Bon, là, il y a des causes du naufrage que je vais vous lire en diagonale. Première explosion. Bon, la première explosion, je pense que vous avez compris que c'est une chaudière qui a explosé pour 90% des cas. Mais selon certains, c'est les munitions, bref. En fait, le Lusitania, vous allez voir dans certaines simulations que j'ai passées en fond, mais le Lusitania, il a commencé à pencher. Et en fait, l'eau s'est engouffrée, et dès que tu mélanges de l'eau avec des chaudières, et ça fait une grosse explosion. Et du coup, c'est sûrement ça qui a amené le navire. Et même si vous visionnez l'épave, maintenant, elle est plutôt en très très mauvais état. Ce qui est pas très bien, en fait. Enfin, ce qui est pas très bien, c'est-à-dire que, voilà quoi. Elle est juste en très très mauvais état. Du coup, ben, voilà, je vais passer quelques photos en fond. Et tout ce que j'ai à dire, c'est merci Wikipédia pour m'avoir donné des liens. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain What is that shit? Et si ce concept te plaît, tu peux mettre un like. S'il te plaît pas, ben, tu peux mettre un dislike et m'expliquer pourquoi il te plaît pas. Mon commentaire qui est nul à chier ou des trucs comme ça, mais voilà. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, tu regardes ma vidéo, c'est normal. Mais demande à tes amis de regarder, partage cette vidéo. Explique-leur que le Lusitania, des trucs comme ça. Waouh, 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 waouh. Que le chantier naval de John Pranks est co. Waouh, 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 waouh. Enfin bref, tu vois un peu le machin. Oui. Du coup, je vous dis à la prochaine. Et le mot de la fin sera que si un jour vous vous retrouvez dans un navire et que vous êtes en temps de guerre et que vous passez dans une zone de guerre, prenez une chaloupe et cassez-vous. Voilà. Ouais. Oui, c'est tout à fait, voilà. Ou alors tu fais comme un gars, je sais plus qui s'était couché carrément dans un canot pour éviter de couler. C'est pas con. Bon, je vous laisse et allez, ciao. Et à la prochaine.